de 70 ans, les industries électriques et gazières étaient nationalisées. 8 avril 1946, naissaient ainsi EDF et GDF. Attaquées de toutes parts, y compris dans la loi de transition énergétique, la nationalisation n'a pas été un cheval de pédale de rose, mais une véritable bataille parlementaire et sociale. Faut-il rappeler que beaucoup de Français n'avaient pas l'électricité avant la nationalisation? L'établissement public national à caractère industriel et commercial, EDF, a été créé à la suite du vote de la loi de nationalisation de l'électricité et du gaz sur proposition de Marcel Paul, alors ministre de la Production industrielle. Projet de loi inspiré par le Conseil national de la Résistance, décidait la nationalisation des biens de 1450 entreprises de production, de transport et de distribution d'énergie électrique. À titre d'exemple, la ville de Paris était divisée en 6 concessions. On y trouvait absolument de tout, des puissances différentes et surtout, ce qui est très important, aucune stabilité du réseau électrique. Votée par un gouvernement d'union entre gaullistes et communistes, la loi de 1946 réorganise les industries électriques et gazières comme jamais auparavant. Elle établit la nationalisation de la production, du transport, de la distribution, de l'importation, de l'exportation et de la fourniture d'électricité et de gaz naturel. Elle crée l'Électricité de France, EDF, comme monopole public de l'électricité et le gaz de France, GDF, pour le gaz. Elle organise le dédommagement des propriétaires des entreprises nationalisées, qui toucheront pendant 50 ans un pourcentage des recettes d'exploitation des industries électriques et gazières. Elle donne en contrepartie un pourcentage qui ne pourra être inférieur à 1% des recettes d'exploitation des industries électriques et gazières aux œuvres sociales des salariés, ce qu'on appelle, ce que vous entendez régulièrement, la fameuse CCAS. Elle laisse leur indépendance aux entreprises déjà publiques, les régies. Tous les Français doivent avoir accès à l'électricité, de la ville, aux champs, jusqu'au fin fond des vallées en montagne. C'est le chantier de l'électrification généralisée du territoire. En 1950, dans les zones isolées, seulement 2 habitants sur 3 ont l'électricité. 1960, 10 ans après, verra la fin de l'électrification. C'est également la grande épopée avec les barrages hydrauliques, ce qu'on appelle à l'époque les cathédrales des temps modernes. C'est l'usine tout près d'ici de la marée motrice de la Rance. Des énergies nationales et renouvelables. C'est le lancement en 1974 du grand programme nucléaire, avec en priorité l'indépendance de l'énergie du pays. Les objectifs constants de cette politique énergétique, qui a consacré le rôle des pouvoirs publics, ont été la recherche de l'indépendance nationale et la volonté de soutenir l'expansion économique. Les résultats ont été à la hauteur des ambitions. La fin des années 70 voit se profiler à l'horizon une nouvelle menace, la déréglementation. À partir des années 80, les tentatives de remise en cause du statut national des personnels et les entraves au développement de leurs activités sociales se multiplient. Par la loi de 2000 relative à la modernisation et au développement du service public, ou plutôt une nouvelle forme de service public de l'électricité et du gaz, pose les bases du marché ouvert de l'électricité et du gaz en transposant les fameux engagements européens en droit français. Tout a commencé avec le traité de Maastricht. La grande liquidation est organisée, planifiée. L'activité de fourniture électrique est ouverte à la concurrence. Par la loi de 2004, EDF est transformée en société anonyme. Son capital social a été transféré à l'État, qui, selon les dispositions, en détient au moins 70%. À ce jour, on est à 83,5% détenus par l'État. GDF, Gaz de France, divorce d'EDF et fusionne avec Suez pour devenir une entreprise privée Engie. EDF, l'entreprise initialement nationalisée, a été étatisée, ce qui a permis l'ouverture de son capital et sa mise en bourse. En 2005, l'entreprise a introduit 15% de son capital à la bourse, après avoir changé de statut, devenant une société anonyme à capitaux publics. L'activité de fourniture électrique est ouverte à la concurrence. En 2010, c'est la loi NOM qui vient couronner le tout. Nouvelle organisation du marché de l'électricité qui fait beaucoup parler d'elle. 2 dispositions essentielles. L'établissement d'un accès régulé à l'électricité nucléaire historique, on entend souvent parler de l'AREN, d'EDF pour les fournisseurs concurrents à un prix fixé. Il faut imaginer, pour illustrer,
Vous fabriquez des pneus pour les vendre et on vous oblige à en céder une partie à un prix préférentiel à vos concurrents. C'est quand même assez extraordinaire. C'est la disparition des tarifs réglementés au 31 décembre 2015. Disposition à ce jour en sursis. C'est le moment où l'État décide, le prix du kilowattheure sera de temps. Alors quel avenir? Les prix de l'énergie ne cessent de grimper. Pendant des années, l'électricité a été épargnée par les hausses. On a oublié tout ça. Le tarif réglementé assis sur une production nucléaire suffisante a peu augmenté par rapport à l'inflation. Sur 20 ans, les factures d'électricité ont progressé très lentement. Elles ont même diminué de 1997 à 2001. La mise à mort du modèle français est programmée. La grande affaire pour la Commission européenne. Le système intégré et unifié mis en place après la Seconde Guerre mondiale est condamné pour faire place à un système privatisé, morcelé, tel qu'il existait dans les années 30 et qui se révéla incapable de mener à bien l'équipement du territoire. Les dispositifs prévus signent à terme la fin de la péréquation et des tarifs régulés. Quant à EDF, si elle se trouve privée de tout ou partie de sa production hydraulique, il faut savoir que la France possède le deuxième réseau hydroélectrique européen, bâti pour l'essentiel au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Il est totalement amorti. Il permet de produire l'énergie renouvelable à moins cher, entre 20 et 30 euros le mégawattheure, contre plus de 50 euros pour le nucléaire, au-delà de 80 euros pour l'éolien et le solaire. Selon la Direction générale de l'énergie et du climat, les installations hydroélectriques dégagent un excédent brut d'exploitation de 2,5 milliards d'euros par an. Investissement et rémunération du capital déduit. Le bénéfice s'élèverait à quelque 1,25 milliard d'euros par an. De tels résultats nécessitent bien des convoitises. Reste un problème cependant, qu'il va bien falloir justifier tant au niveau européen qu'au niveau français. Comment expliquer que la France soit la seule à ouvrir ses barrages hydrauliques à la concurrence, alors que tous les autres États européens en conservent un contrôle étroit? Comme quoi il y a des petites différences avec l'Union européenne. Alors que dans le même temps, il lui faut gérer la réduction du nucléaire, le démantèlement de son parc, et que l'État ne cesse de lui imposer de nouvelles obligations, elle ne peut que crouler sous les contraintes et va être condamnée à augmenter les tarifs, à augmenter sans cesse les tarifs. Toute la charge va être reportée sur les usagers et les contribuables. C'est ce qui s'appelle sans doute les bénéfices de la concurrence libre et non faussée. Cette situation est évidemment inacceptable. L'énergie est notre bien commun. Sa production, son transport et sa distribution relèvent du service public. La France doit retrouver sa souveraineté dans le domaine de l'énergie. Et seule la sortie de l'Union européenne, l'outil le plus nec ultra du capitalisme, peut le permettre.